au numérateur. Donc, vous voyez, vous retrouvez le terme delta T. Alors, je vais reprendre mon stylet. Vous voyez, vous retrouvez delta T. Et par contre, on va diviser par ce nouveau terme qui montre que plus l'écart est grand entre la température du liquidus et la température de cristallisation, eh bien, plus le verre sera stable. Alors, on peut également tenir compte de la largeur du pic de cristallisation. Donc, la largeur du pic, si je prends par exemple le cas d'un verre, alors avec, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Si je prends un verre qui a un pic très très large, comme ceci, eh bien, lorsque vous avez un pic de cristallisation qui est beaucoup plus large, eh bien, ça signifie que la vitesse de cristallisation, on peut parler de cinétique de cristallisation, est plus faible. Donc, si la cinétique de cristallisation est plus faible, eh bien, ça signifie que le verre est plus stable. Alors, pour tenir compte de la largeur de ce pic, eh bien, vous voyez qu'on va définir ici un nouveau terme qui est TP. Donc, TP, vous voyez, c'est la température au maximum du pic. Et TX, c'est la température donc, du début de cristallisation. Vous voyez bien que ça va mesurer la largeur donc, du pic. Donc, ce terme apparaît au numérateur. Donc, plus le pic est large, plus le terme que l'on a défini ainsi, que j'ai appelé S, eh bien, plus ce terme S va augmenter et plus on aura donc un verre stable. Donc, vous voyez, il y a différentes façons donc, de définir ces critères de stabilité. Donc, ça, c'est intéressant pour comparer donc, la stabilité thermique en fonction des compositions des verres. Alors, vous voyez qu'il apparaît le terme facteur de Poulin. Alors, Poulin, eh bien, c'est un scientifique français qui a découvert les verres fluorés. Donc, c'est un scientifique qui travaille à l'université de Rennes, en France, et c'est lui donc qui a découvert les verres fluorés. Alors, on va le mettre ici. Donc, voilà. Découvert les verres fluorés. C'est lui qui a proposé donc cette nouvelle définition du critère de stabilité. Donc voilà pour ces cours d'analyse thermique. Donc on aura l'occasion de les revoir dans un exercice, donc dans les exercices de TD que je vais vous proposer. Alors maintenant, donc on va arriver donc ici à la stabilité thermique, à la durabilité chimique. Et avant, on va en fait regarder quelques exemples de compositions vitreuses très classiques. Alors, je reprends mon stylet pour en voir avec vous. Donc, différentes compositions vitreuses. Donc, on va commencer par le verre à vitre. Donc, vous voyez, principalement, il est constitué de silice avec des intermédiaires et des modificateurs, principalement, vous voyez, Na2O et CaO. Donc, vous vous souvenez des différents rôles que l'on a trouvés pour les oxydes formateurs, c'était le cas donc de SiO2, intermédiaires, Al2O3, et puis les modificateurs, donc ici, Na2O.
Alors, si on regarde donc maintenant les verres à bouteilles, vous voyez qu'on a des compositions relativement proches, hein, sauf que là, vous voyez qu'on ne va pas mettre ici d'intermédiaire. Alors, par contre, si je passe au verre Pyrex, vous voyez, ce qui est important, c'est la présence de B2O3. Donc, le verre Pyrex, c'est un verre de borosilicate. Alors, je vais l'écrire ici. Borosilicate. Alors, ces verres, ils sont caractérisés par un coefficient de dilatation qui est faible. Alors, coefficient de dilatation, hein, je vais redonner donc la définition. Donc, on l'appelle alpha. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du coefficient de dilatation? Alors, dilatation, c'est eh bien la variation de volume sous l'effet de la température. Variation du volume en fonction de la température. Donc, ça va s'écrire sous la forme d2v sur dt. Alors, on va le définir à pression constante. Et devant, on met un volume de référence. Donc, on appelle V0. Donc, voilà en fait le coefficient de dilatation. Dilatation, variation du volume sous l'effet de la température. Donc, en général, alpha est positif. Donc, le volume augmente avec la température. Alors maintenant, si on passe au verre cristal, un fibre de verre, on va le laisser de côté. Donc, je reprends mon surligneur. Donc, verre cristal. Donc, vous voyez, c'est surprenant d'appeler cristal un matériau désordonné. Donc, ça vient uniquement du fait que, eh bien, ce verre, alors qu'il contient, vous voyez, une grande quantité de PbO, eh bien, il a le pouvoir de réfléchir la lumière. Et donc, une grande réflexion donc, de la lumière, eh bien, ça ressemblait un petit peu donc aux pierres précieuses hein, qui, en fait, avaient ce pouvoir de réfléchir la lumière. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelés un cristal, mais c'est un matériau désordonné. C'est un. Alors, pour en fait illustrer donc ceci, je vais faire apparaître donc ici l'animation. Donc, vous trouvez un coefficient de dilatation faible. Alors ça va permettre en fait d'avoir des verres qui résistent très bien au choc et notamment au choc thermique. Donc, un verre Pyrex, vous en avez sûrement utilisé en TP. Eh bien, vous pouvez le chauffer, le refroidir très rapidement sans qu'il se casse. Donc, c'est la résistance au choc qui est le paramètre important, la propriété importante des verres Pyrex. Alors, si on regarde en fait le rôle particulier donc des oxydes CaO et MgO, qui sont en fait des modificateurs, eh bien en fait ils sont là pour augmenter la durabilité chimique. Alors je vais peut-être effacer un petit peu ce que j'ai écrit avant pour que ça apparaisse mieux. Donc vous voyez, meilleure durabilité chimique, c'est-à-dire qu'ils vont être moins attaqués par l'eau. Et pour le montrer, eh bien, on va regarder les données thermodynamiques. Donc, vous voyez ici des exemples donc d'attaque en milieu acide de composés. Alors, ce sont des composés cristallisés, mais bon, qui vont quand même ressembler en fait au verre.
Et vous voyez que vous avez en fait des verres qui contiennent donc ici du sodium, du potassium, que j'ai mis en bleu, comparé à des composés qui contiennent du magnésium, Mg, et du calcium. Si en fait on regarde les valeurs de delta G, vous voyez entre moins 28 000,8, moins 41,7 kilocalories, et puis les deux autres composés avec du magnésium et du calcium, vous voyez que le delta G, eh bien, de ces composés avec Mg et Ca sont inférieurs à ceux de, sont supérieurs, pardon. Alors, je prends ma gomme, je reprends mon stylet. Alors, ma gomme, d'abord, j'efface ici. Donc, ce sont des valeurs donc supérieures ici au cas donc des réactions avec des composés contenant du sodium et du potassium. Donc ça montre que eh bien, ces composés sont moins attaqués par des solutions acides que les équivalents contenant du sodium et du potassium. Donc en remplaçant les modificateurs Na2O ou K2O par CaO ou MgO, eh bien, on va en fait augmenter ce qu'on appelle la durabilité chimique, c'est-à-dire qu'ils seront moins sensibles à une attaque acide. Alors, dernier point dont on a parlé, donc c'est l'ajout donc de PBO. Donc, je vous avais parlé donc ici de la ressemblance avec donc des pierres taillées, c'est-à-dire des pierres précieuses. Donc, vous voyez ici l'utilisation donc du verre cristal pour fabriquer donc des lustres. Donc, lustre est un appareil d'éclairage, et en fait tous les petits morceaux que vous voyez, eh bien, ils ont été faits donc en verre cristal. Et ces verres ont la capacité de réfléchir la lumière de manière importante. Alors, cette réflexion importante de la lumière, et on va le voir tout à l'heure, eh bien, c'est lié à l'indice de réfraction qui est important. Donc, l'ajout de PBO va permettre d'augmenter, donc ici, la réflexion de la lumière. Donc voilà pour, vous voyez, ces quelques propriétés que l'on peut donc donner à un verre suivant sa composition. Alors maintenant, on va donc revenir bien sur ce terme durabilité chimique en étudiant, vous voyez en fait des verres sodocalciques. Alors je vais reprendre mon surligneur. Donc vous voyez ces verres sodocalciques. Donc, verre sodocalcique, ça contient de l'oxyde de sodium, Na2O, et de l'oxyde de calcium, CaO. Donc, verre qui contient bien sûr de la silice, Na2O, CaO. Et vous voyez que dans les trois courbes qui sont présentées, on va voir eh bien, la quantité donc, de ces trois oxydes dissous dans l'eau, vous voyez, en solution, en fonction du pH. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? Si on regarde la silice, vous voyez que jusqu'à un pH, alors qu'on peut estimer approximativement, alors si je trace les tangentes, vous voyez, approximativement autour de 9, eh bien, la solubilité est très faible. Donc, c'est quasiment en milieu donc acide. Et par contre, pour un pH supérieur à 9, on va avoir en fait une très forte augmentation de la solubilité. Alors maintenant, si on regarde, si on compare avec Na2O, vous voyez que même en milieu acide, vous voyez que la quantité de Na2O dissoute est forte. Donc ça, en fait, on va le comprendre en regardant les liaisons qui existent dans le verre.
Si on regarde CaO, pardon, vous voyez qu'on a également une dissolution, mais en quantité plus faible par rapport à Na2O. Donc là, on voit en fait la cohérence avec ce que j'ai montré tout à l'heure, où j'ai indiqué que les valeurs de delta G, des réactions donc de dissolution de CaO, étaient donc supérieures au delta G de Na2O. Donc ça montre que la réaction avec Na2O va se faire de manière plus importante. Donc on va augmenter ici la solubilité. Et puis, vous voyez qu'aux mêmes valeurs de pH, ici, pH 9, on va avoir une augmentation à nouveau, donc ici, de la solubilité. Alors, donc, on va, vous voyez, séparer deux domaines de pH, inférieur et supérieur à 9. À un pH inférieur à 9, en fait, on va avoir ce type de réaction. Donc, vous voyez ici les liaisons SI ou Na, du fait du caractère modificateur de Na2O. Donc, on a une liaison ionique. Et une liaison ionique, quand vous mettez des ions H+, vous voyez qu'on va extraire le sodium de l'eau. Alors, quand on a une extraction d'un ion, on va parler de réaction de lixiviation. Donc, vous voyez, la lixiviation, il s'agit d'une dissolution sélective. C'est-à-dire, il y a uniquement certains éléments du verre qui sont dissous. Donc, si en fait, on extrait Na+, l'ion H+, va se mettre à la place et on va former des liaisons SiOH. Donc, ce sont des liaisons silanoles. Donc, voilà en fait ce qui se passe donc, en milieu acide. Alors, vous voyez qu'il s'agit plutôt d'une réaction donc, de surface, où en surface, on va extraire donc, les ions alcalins, également les ions alcalino-terreux, c'est-à-dire tout ce qui est composé modificateur. Alors maintenant, je vais passer à un pH supérieur à 9. Donc ici, vous voyez qu'on va voir la destruction des liaisons SI ou SI, qu'on appelle des liaisons pontantes, avec les oxygènes pontants. Alors, vous avez donc l'ion OH-, donc vous voyez, cet ion va rompre les liaisons, il va former une liaison SiOH, une liaison SiO-, et cette liaison SiO-, lorsque vous êtes en présence d'eau, on va en fait reformer donc SiOH et donc former un ion OH-. Donc cet ion OH-, vous voyez qu'il est présent au début et à la fin. Donc on dit qu'il va être un catalyseur de la réaction, puisque en fait il n'est pas consommé par la réaction. Donc ici, vous voyez que on forme donc ces liaisons donc SiOH, mais à l'inverse du milieu acide où c'était uniquement une attaque en surface, là en fait tout le verre va être dissous, puisque la charpente du verre, donc le réseau vitreux, il est constitué des liaisons SI ou SI. Donc si elles sont détruites, le verre va être totalement détruit. Il va être dissous. Donc, ça permet d'expliquer pourquoi, la quantité de Na2O, vous voyez, elle augmente. Parce que là, il y a la dissolution totale du verre. Une dissolution totale du verre. Alors qu'à un pH inférieur à 9, il y avait uniquement des réactions en surface. Alors, outre
ces réactions de dissolution du verre, eh bien, quand on regarde à la surface d'un verre attaqué en milieu basique, eh bien, en fait, on va voir apparaître ce qu'on appelle un gel. Alors, ce gel donc de silice, eh bien, en fait, il correspond à une réaction de condensation. Alors, je ne sais pas si je l'ai écrit, on va l'écrire, revoir ensemble. Cette réaction donc de condensation, eh bien, c'est la réaction inverse de celle que l'on a vue, c'est-à-dire que pour former un gel, on va avoir donc les liaisons SiOH. Alors, je vais écrire OH SI, comme ceci. Donc, ils vont eh bien, condenser pour en fait reformer, alors là, il manque un petit peu de place, SiO2 plus, alors peut-être pas SiO2, je vais juste faire apparaître, pardon, la liaison, ce sera plus correct. Donc, on va reformer la liaison SiO SI plus H2O. Donc, ça, c'est une réaction de condensation. Alors, je vais effacer ce que j'avais écrit, voilà, pour faire un petit peu de place. Donc, ici, il s'agit d'une réaction de condensation. Donc, on reforme en surface donc, ces liaisons SiO-SI. Alors, comme il y a toujours de l'eau, eh bien, c'est ce qu'on appelle donc un gel. Donc, c'est à la surface du verre, formation de ce gel qui correspond ici à un composé donc, qui est toujours amorphe. C'est-à-dire, amorphe, c'est un réseau désordonné. Sauf que, eh bien, ce gel, il va contenir uniquement de la silice. Il ne va pas contenir, en fait, d'alcalin ni d'alcalinotéreux, puisque ces ions, eh bien, sont, en fait, partis dans la solution et, en fait, on ne va pas les retrouver, donc, dans le verre. Donc, voilà, en fait, les mécanismes, donc, associés, donc, ici, à ces réactions. Alors, bien sûr, les vitesses sont faibles. Hein. Si vous mettez de l'eau dans un bécher, il ne va pas se dissoudre. Hein. Donc, ce sont des attaques donc très lentes, mais qui effectivement existent, notamment si on est dans le cas de milieux à pH très basique. C'est ce qu'on appelle donc des milieux caustiques, caustiques associés à la soude, ou si effectivement eh bien, on augmente la température. Le facteur cinétique également peut être important. Donc, faible dissolution, donc on va dire que les verres ont une bonne durabilité, hein, même si ils vont en fait se dissoudre, mais de manière très lente. Donc, bonne durabilité vis-à-vis donc de l'eau, que ce soit donc acide ou basique. Et également, il y aura une bonne résistance pour les solvants organiques, comme vous le voyez ici. Et tout ceci, eh bien, on peut l'expliquer par l'existence de liaisons covalentes fortes, qui sont les liaisons SI ou SI. Donc, bien faire attention, éviter de mettre trop d'alcalin dans un verre, parce que la durabilité chimique va être beaucoup plus faible, parce qu'on aura moins de liaisons fortes, donc ces liaisons SI ou SI. Alors, on va illustrer donc ceci par un exercice. Alors, avant, vous voyez, j'ai rajouté un petit commentaire. Alors, à nouveau, je vais enlever. Alors, tout à l'heure, j'ai indiqué donc ici que les verres étaient résistants donc à la fois en milieu acide et basique. Par contre, si on a des solutions, alors vous voyez apparaître le terme très caustique. Donc, caustique, c'est lorsqu'il y a donc ici
des grandes quantités, par exemple, de soude. Donc, ce sont des pH très élevés. Alors, je vais prendre mon surligneur. Caustique. Caustique, c'est donc pH très élevé. Il y a là, on risque d'avoir quand même une dégradation du verre associée à ces réactions que l'on vient donc de voir ici. Alors, un cas particulier d'acide qui, lui, en fait, va attaquer le verre, c'est HF. Donc, HF, c'est ce qu'on appelle l'acide fluorhydrique, comme HCl est l'acide chlorhydrique. Donc, cet acide, eh bien, il va en fait attaquer le verre. Alors, la réaction que l'on peut écrire, alors, je vais la mettre en haut parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, on va avoir ici SiO2 plus HF qui va donner SiF4. Vous voyez qu'on va former donc de l'eau. Donc, c'est une réaction ici d'hydrolyse. Donc, on a deux oxygènes, donc il nous faudra donc ici donc, 2 H2O et donc on aura 4 HF pour équilibrer la réaction. Donc, SiF4, c'est un composé qui est gazeux. Donc, voilà en fait la réaction qui se produit quand on met en présence de l'acide fluorhydrique dans ces verres. Donc, impossibilité donc de conserver des solutions d'acide fluorhydrique dans des récipients en verre. Ils vont être attaqués très rapidement. Alors, une application donc de cette attaque chimique, c'est la gravure des verres. Si en fait on veut faire un petit dessin sur la surface d'un verre, on peut utiliser un petit cache et en fait le verre sera uniquement attaqué lorsqu'on le met en contact avec HF. Et donc ici, on aura une surface dépolie. Et donc, cette surface, elle ne sera plus transparente. Et donc, on va pouvoir créer de la décoration sur les verres. Donc, c'est une technique de décoration qu'on appelle la gravure chimique, parce qu'on utilise ici un composé chimique pour attaquer le verre. Donc, vous avez eu le temps donc d'écrire surface dépolie donc pour ici ce type de verre. Alors, juste pour terminer, je vous ai en fait mis un petit schéma qui vous montre donc ce qui se passe à la surface d'un verre. Donc, notamment quand on va donc ici faire varier donc le pH. Donc, si je reprends donc mon surligneur, donc vous voyez, on a l'évolution avec le temps de la surface d'un verre qui est mis en contact avec de l'eau. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait tout d'abord la réaction de lixiviation. Donc, les ions H+ rentrent dans le verre, les ions Na+ sortent dans le verre. La conséquence, c'est que la solution, elle va en fait devenir basique. Parce qu'en fait, on va ici créer des ions OH- et donc avoir une augmentation, donc ici, du pH de la solution. Et puis, donc là, on dit que le verre est hydraté en surface, ici. Et si en fait, on attend un petit peu, on va voir apparaître donc ce gel, ici. Donc, gel de silice associé à ces réactions, donc ici, de condensation. Alors, même si, bien sûr, il y a quand même, en fait, le composé SiOH 4 fois. Donc, ça, SiOH 4 fois, ça vient de l'attaque de toutes les liaisons SiO-Si.
Donc, cette entité, on va la voir présente donc, en solution, mais on va également avoir la formation donc, de ce gel en surface du verre. Donc, ici, on va s'arrêter pour regarder donc, un exercice donc, de la feuille de TD. Donc, j'arrête donc